Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus et d'être présents à cette présentation webinaire Loi Macron. Donc, la présentation sera assurée par Céline Bram et Marie Dupuis, juriste en droit social chez Grant Thornton, et moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Alors, je vais vous faire une brève présentation de nos deux structures. Donc, on va commencer par Grant Thornton. Grant Thornton est un cabinet d'audit en expertise comptable et conseil. C'est un cabinet, c'est une structure présente sur tout le territoire national et dans la région, sur l'île, Douai et Saint-Omer. Ils accompagnent les clients sur les points comptables, juridiques, social et sur la paye, et ce, sur chacun des pôles de l'île, Douai et Saint-Omer. Et Grant Thornton compte 200 collaborateurs. Dans Extrémité, nous sommes une société de services informatiques. Nous intégrons les solutions ERP, Cegid, Sedge, au niveau de gestion comptable et financière, paye, gestion d'affaires, CRM. Nous avons également un pôle de création et d'intégration de solutions web et digitales, site e-commerce, mais aussi site institutionnel, et une partie qui fait l'intégration des solutions de réseau et de sécurisation de l'informatique, antivirus et firewall. Nous sommes présents dans le Haut-de-France sur 3 agences et nous comptons 3 collaborateurs. La présentation, donc le sommaire, nous allons voir les négociations collectives, les apports de la loi Macron sur ces points, négociations collectives, comité social et économique, rupture du contrat de travail, mesures de sécurisation, l'inaptitude au travail, les nouveaux modes de rupture du contrat de travail autonome, les formes particulières de travail et la simplification des dispositifs de pénibilité au travail. Donc je vais laisser la parole à Céline sur la partie négociation collective. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Donc voilà, on va voir ensemble que par rapport aux nouveautés, on a une volonté de simplifier un petit peu tout ce qui est la négociation collective et de laisser place en fait la place aux entreprises pour qu'elles négocient en fonction de leur situation. Donc on va voir qu'il y a pas mal de changements et puis aussi la possibilité de négocier en fait dans l'entreprise lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical présent. On a au niveau de branche, aujourd'hui on va avoir des thèmes où la branche sera seule compétente pour négocier. Par exemple, sur les salaires minima, les classifications, tout ce qui est formation professionnelle, ou encore tout ce qui est sur la durée du travail, les CDD. Donc la branche pourra par exemple négocier le nombre de la durée du CDD, donc on pourrait faire des durées de CDD plus longues qu'actuellement, le nombre de renouvellement aussi, donc ça pourrait être intéressant par rapport à certains secteurs d'activité. Pareil, sur d'autres thèmes au niveau de la branche, les négociateurs pourront en fait verrouiller en fait certaines dispositions, c'est-à-dire que les accords d'entreprise, si la branche prévoit que cette disposition-là est impérative, l'accord d'entreprise ne pourra pas y déroger, par exemple. Donc ça va être sur les thèmes suivants, la pénibilité, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, les primes pour travaux dangereux et insalubres, et également des dispositions sur les délégués syndicaux. Par contre, si au niveau branche, dans ces termes, c'est pas précisé que ces dispositions sont impératives, les entreprises pourront négocier elles-mêmes sur ces thèmes-là, en fait. Au niveau entreprise, elles pourront négocier sur tous les autres thèmes qui sont listés au-dessus. Donc ça, par exemple, tout ce qui est durée période d'essai, la durée du préavis, la prime d'ancienneté ou les primes de 13e mois. Okay. Donc, Marie va nous parler. Non, c'est moi, j'ai anticipé sur le slide. Donc, ce qu'on dit
vraiment une volonté que les entreprises puissent négocier elles-mêmes, même en l'absence de délégué syndical. Donc en fait, le principe au niveau du droit du travail, c'est que quand on a un accord d'entreprise, c'est le délégué syndical qui doit venir négocier avec l'employeur. Là, en fonction de l'effectif de l'entreprise, on va avoir des possibilités, des assouplissements de négocier avec d'autres personnes que des délégués syndicales, notamment dans les petites entreprises. Dans les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 20 salariés qui n'ont pas de représentants du personnel élu, l'employeur pourra proposer à son personnel un projet d'accord portant sur les thèmes qui sont ouverts à la négociation d'entreprise. Donc par exemple, on a vu tout à l'heure, ce qui est par exemple sur la période d'essai, la durée du préavis, la prime d'ancienneté. Par contre, pour que ce projet d'accord soit valable, il va le soumettre au vote des salariés. Donc il faudra qu'il soit ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Car là, au niveau de la consultation, l'employeur devra communiquer aux salariés, à l'ensemble des salariés, donc le projet d'accord dans les 15 jours avant le vote. Au niveau d'entreprises, donc qui vont avoir entre 11 et 49 salariés. Donc là, on va pouvoir négocier avec les salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, qui soient membres ou pas du comité social et économique. Donc le comité social et économique, on va le voir tout à l'heure, ça va vous être présenté par Marie. C'est l'instance en fait qui remplace tout ce qui est délégué du personnel, CHSCT et comité d'entreprise. Il est mis en place à partir du 1er janvier 2018. Donc toujours les entreprises de 11 à 49 salariés, l'employeur pourra également négocier avec les élus du personnel. Donc plus forcément avec un délégué syndical. Donc là, à ce niveau-là, si l'accord est conclu à des salariés mandatés, mais qui n'appartiennent pas au CSE, donc ceux qui n'ont pas été élus, il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Donc non seulement il doit être négocié avec les salariés mandatés, mais on va le soumettre aux salariés pour qu'ils puissent donner leur avis sur cet accord. Par contre, si l'accord est conclu avec les membres du CSE, avec des salariés qui auront été élus, il doit être signé par les membres du CSE qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Entreprise de 50 salariés et plus, donc on va avoir 3 possibilités de négociation. Donc, négociation avec les représentants élus mandatés, et doit également être approuvé ici par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. On peut négocier avec les représentants élus non mandatés. Donc dans un cas seulement limité au thème la loi subordonne l'existence d'un accord collectif. Et ensuite, on pourra également négocier avec des salariés mandatés dans les entreprises dépourvues des délégués syndicales, mais qui ont CSE, enfin des représentants élus au CSE. Mais si aucun de ces représentants en fait ne se manifeste pour négocier, on pourra donc négocier simplement avec les salariés mandatés en fait. Et donc là, ça concerne aussi les entreprises qui auront eu un PV de carence lors des dernières élections. Les accords qui sont signés par des salariés mandatés et qui ne sont pas élus ou qui ne sont pas membres du CSE, de toute façon, il faudra toujours avoir l'approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés. Donc la condition, les conditions qui sont à la majorité des suffrages exprimés vont être précisées par décret. Merci. Marie, vous allez nous parler du comité social et économique. Oui, bonjour à tous. Alors le comité social et économique a été donc mis en place depuis le 1er janvier 2018.
Pour les entreprises sans représentant du personnel, donc au 1er janvier 2018, elles doivent mettre en place un CSE dès l'instant soit en discontinuité depuis 12 mois, au moins 11 salariés. Donc on a plusieurs hypothèses, 4 notamment, concernant tout ce qui concernant la situation actuelle dans les entreprises. Donc si le protocole préélectoral a été conclu avant le 23 septembre 2017 pour l'élection après cette date, l'entreprise met en place des délégués du personnel, un comité d'entreprise ou une délégation unique du personnel. Et dans là, la durée des mandats des nouveaux élus ne pourra pas aller au-delà du 31 décembre 2019. Et si les mandats sont renouvelés pour 4 ans. On a une hypothèse. Le terme des mandats entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Donc là, les mandats qui ont pris fin l'année dernière. Les mandats peuvent être prorogés, ont été prorogés jusqu'à fin 2017. Mais du 1er janvier 2018, l'entreprise peut mettre en place le CSE. Elle peut également, par décision unilatérale ou par accord après consultation des élus, proroger 1 an les mandats et donc les proroger jusqu'au 31 décembre 2018. La troisième hypothèse, des mandats conclus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. L'employeur met en place le CSE à l'issue des anciens mandats, ou soit il proroge les mandats d'1 an maximum. En sachant que du coup, pour proroger les mandats, il faut la signature d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, précédée de la consultation des instances représentatives. Et S4, des mandats qui prennent fin après le 31 décembre 2018, dans ce cas-là, l'entreprise doit obligatoirement mettre en place le CSE. Pour le des effectifs, la période de référence a été simplifiée. Le CSE doit être mis en place, n'est obligatoire que si l'effectif est d'au moins 11 salariés dans 12 mois consécutifs. Donc sur les 3 dernières années en fait. On est vraiment sur 11 salariés pendant les 12 mois consécutifs. Mise CSE, donc le choix du périmètre, mise en place au niveau de l'entreprise. Si nous avons plusieurs établissements distincts, le périmètre s'établit soit par un accord d'entreprise, donc conclu avec un délégué syndical qui va déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Il peut être conclu soit par accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires, ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur. Au niveau de l'organisation des élections, il faut bien entendu informer les salariés 90 jours avant le premier tour. Pour les inviter, en fait, il faut informer les salariés 90 jours avant le premier tour et ensuite informer les organisations syndicales représentatives pour les inviter à négocier le protocole préélectoral. Le délai de 90 jours est un délai maximum. Pour les entreprises de 11 à 20 salariés, s'il n'y a pas de candidat dans les 30 jours suivant l'information aux salariés, vous n'avez pas l'obligation d'inviter les organisations syndicales à négocier. L'employeur, dans ce cas, pourra décider des modalités de l'élection, en respectant les dispositions légales en vigueur. Et le deuxième tour devra avoir lieu dans les 15 jours suivant le premier tour. La composition du CSE, donc le comité social et économique, regroupe les instances représentatives, donc les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. L'employeur va présider le CSE. Ensuite, on aura donc une délégation du personnel composée de titulaires et de suppléants. Le a été fixé par décret, donc en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et vous avez dans le décret, en fait, vraiment la liste d'une élue en fonction des seuils d'effectifs.
Donc on a indiqué dans le support le numéro du décret pour que vous puissiez vous y reposer et déterminer en fait le nombre de titulaires et de suppléants à élire. Les CSE donc sont élus pour 4 ans ou entre 2 et 4 ans dans le cas d'un accord collectif. Donc, déroger à la durée du mandat de 4 ans par un accord collectif. Le nombre de mandats est maintenant limité donc à 3 pour un représentant, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés. On a toutefois déroger à cette règle par l'accord préélectoral. Le donc est composé de l'employeur qui va présider le comité, d'un secrétaire et un trésorier. Par contre, avec la nouvelle loi, on n'a plus de secrétaire adjoint. Seuls les titulaires peuvent assister aux réunions, alors qu'avant, on pouvait avoir les titulaires et les suppléants. Maintenant, le suppléant ne pourra assister à la réunion qu'en cas d'absence du membre titulaire. Question du CSE. Donc, pour une entreprise de 11 à 49 salariés, les missions des délégués du personnel sont allégées. Donc, une compétence disparaissent, comme le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, consultation sur le CICE, l'exercice des missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Pour une entreprise de 50 salariés et plus, le CSE reprend les attributions en fait qui étaient déjà prévues pour les délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT. Donc, une petite remarque par contre, la BDES reste obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus. Merci. Nous allons maintenant avec Céline voir les ruptures du contrat de travail et les mesures de sécurisation. Donc, en fait, ici, on va voir ensemble qu'on a une volonté, entre guillemets, de sécuriser effectivement les ruptures du contrat de travail sur différents thèmes, et puis aussi de simplifier peut-être tout ce qui est en fait recherche de reclassement au niveau des licenciements, notamment pour motif économique. Donc si on prend en fait le licenciement pour motif économique, par exemple pour tout ce qui est, vous savez, je pense tous qu'avant de faire une procédure de licenciement, l'employeur doit rechercher à reclasser son salarié. Notamment si on est sur un groupe d'entreprise, il a l'obligation en principe de rechercher le reclassement sur toutes les entreprises du groupe, même celles qui sont à l'étranger, même celles qui ne sont pas forcément, qui font partie du même secteur d'activité qui est en difficulté. Donc là, M. Macron en fait a voulu simplifier en fait et a redéfini la notion de groupe par rapport aux recherches de reclassement pour les licenciements pour motifs économiques. Donc le périmètre en fait aujourd'hui est limité au niveau national, c'est-à-dire que on va faire une recherche de reclassement uniquement pour les entreprises du groupe qui sont situées sur le territoire national, donc en France, et qui appartiennent au secteur d'activité qui est en difficulté. Donc ce secteur d'activité en fait commun se caractérise du coup notamment par la nature des produits, des biens ou services qui sont délivrés par l'entreprise, par la clientèle ciblée, les réseaux, les modes de distribution qui se rapportent au même marché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va plus avoir en fait un reclassement à l'étranger pour les salariés pour lesquels on envisage un licenciement pour motif économique, notamment dans le cadre du groupe. Au niveau de l'obligation de reclassement, donc la Cour de cassation jusqu'à maintenant, elle venait de dire que le reclassement devait être proposé forcément par écrit et individualisé à chaque salarié. Aujourd'hui, la loi vient dire que on assouplit en fait cette mesure-là en disant que l'employeur peut soit adresser le reclassement de manière personnalisée à chaque salarié, ou soit il peut les diffuser par tout moyen, notamment par le biais d'une liste de postes qui serait
disponibles. Donc par exemple, ils pourraient les mettre sur l'intranet de l'entreprise. Et également la précision que l'employeur n'est plus obligé de faire des recherches de reclassement à l'étranger. Donc là, c'est pour bien confirmer ce qu'on a vu au-dessus par rapport en fait à la définition du groupe recherche de reclassement en cas de licenciement pour motif économique. On a également un assouplissement, si on peut dire, au niveau des critères d'ordre des licenciements. C'est-à-dire qu'en principe, les critères d'ordre des licenciements ils peuvent être établis dès lors qu'on envisage la suppression de postes plusieurs salariés. Et dans ce cas-là, on doit établir les critères d'ordre, c'est-à-dire prendre en fait la situation de famille, tout ce qui est la situation familiale, enfin la situation de l'ancienneté, tout ce qui est les qualités au niveau de l'emploi, le salarié. Après, on a également les difficultés pour réinsérer. Donc là, on n'est plus forcément obligé de les rechercher au niveau de l'entreprise, mais on peut les mettre, en fait, établir ces critères d'ordre en fonction de la zone d'emploi où les licenciements pour motif économique seraient envisagés, en fait. Ensuite, niveau rupture du contrat, là, on va plutôt on va arriver plus dans une sécurisation au niveau des litiges, entre guillemets. Donc, dans tout ce qui est indemnisation pour vice de forme, il faut savoir qu'avant, en fonction de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, l'indemnisation pour vice de forme pouvait varier au niveau des montants. Là, par contre, on a une uniformisation, c'est-à-dire que quel que soit l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, le salarié pourrait réclamer un mois de salaire. Donc, vice de forme, c'est par exemple une erreur dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement, vous vous trompez dans l'adresse de la mairie, vous oubliez de mettre l'adresse de la mairie pour leur signaler la possibilité de faire assister par quelqu'un d'extérieur. Aujourd'hui, le salarié pourrait réclamer en fait un mois de salaire. Donc, je le répète, quel que soit l'effectif de l'entreprise et quelle que soit son ancienneté. Le délai de prescription pour contester un licenciement est désormais de 1 an au lieu de 2 ans depuis 2013. Donc, ça veut dire que à partir de son licenciement, le salarié n'a désormais qu'1 an pour se retourner contre son employeur, contre 2 auparavant, et avant on était encore sur une prescription de 5 ans avant 2013. Une évolution de sécuriser dans le temps l'employeur par rapport au licenciement qu'il peut réaliser. On va voir ensemble aussi aujourd'hui en cas de licenciement sans cause sérieuse, c'est-à-dire si les juges reconnaissent que le licenciement n'est pas valable, que les motifs qui ont été avancés dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment sérieuses pour qualifier en fait un licenciement, vont être encadrés puisque aujourd'hui, en fonction de l'ancienneté du salarié, les juges doivent respecter un plafond, enfin un plancher minimal et un plafond maximal en fait, en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc ces mêmes dépendent toujours de l'effectif de l'entreprise. On n'aura pas forcément les mêmes montants d'indemnisation en fonction de l'entreprise. Par exemple, pour les entreprises d'au moins, donc de plus de 11 salariés, pour un salarié en fait qui a 1 an d'ancienneté, licenciement sans cause réelle et sérieuse, il pourra réclamer au minimum 1 mois de salaire brut et au maximum 2 mois de salaire brut. Donc là, alors qu'auparavant, on n'avait pas forcément de limite, c'était vraiment les juges décidaient en fait de l'indemnisation du salarié en fonction de l'ancienneté, en fonction de sa situation de famille, mais aussi en fonction, en prenant en compte le préjudice par rapport à la perte d'emploi et les difficultés d'insertion. Donc aujourd'hui, le fait d'encadrer les indemnités pour le salarié, ça permet à l'employeur de savoir, au moment du licenciement, quel risque il prend financièrement en fait, grâce à ce tableau-là. Vous pouvez, par exemple, si je prends quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté, donc toujours pour les
entreprise de 11 salariés et plus, lui pourra réclamer entre 3 mois de salaire et 10 mois de salaire. Pour un salarié, je vais prendre l'extrémité, 20 ans, pareil, au minimum à 3 mois de salaire, mais au maximum à 15 mois et demi de salaire. Pour un salarié qui a 30 ans d'ancienneté, le minimum sera de 3 mois, le maximum sera 20 mois de salaire. Donc ça, dans le support, il y a les tableaux qui sont mis avec le détail à chaque fois pour l'ancienneté, en fait, pour chaque ancienneté. Donc le but est bien d'encadrer et surtout que l'employé sache dès le départ quel est le maximum de l'indemnité. Voilà, en fait, aujourd'hui, notre difficulté, c'est que dans les très petites entreprises, on ne peut pas forcément prendre le risque d'un licenciement parce que on sait effectivement le montant que le juge pourrait accorder et ça pourrait mettre en péril la situation financière de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, y aller comme ça, avec ce tableau-là, il peut dire bah oui, je prends le risque et je sais que je dois provisionner autant d'argent dans mon de Damoclès qu'il pouvait avoir avant. Voilà, dans ma compta, et je sais que de toute façon, au maximum, je devrais, pour un salarié qui a 10 ans d'ancienneté, je devrais au maximum 10 mois de salaire. Il peut faire d'avance, en fait, du coup. D'accord. On pouvait pas faire, voilà, ce qu'on pouvait pas faire avant, et il peut mesurer le risque. Faire une rupture du contrat de travail, c'est toujours un risque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des salariés qui peuvent abuser. Il y en a qui sont des spécialistes de mettre leurs employeurs au prud'homme. Parce qu'après, quand on reprend le passif, on se rend compte que, ah oui, il a déjà fait ça avec son précédent employeur. Il fait que ça tous les 5-6 ans. Il travaille bien. Puis d'un coup, au bout de 10 ans, ça va plus. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend plus. Il ne sait plus travailler. Et il essaye de pousser à bout son employeur. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà 6 ans d'ancienneté et qui n'a jamais eu d'avertissement, c'est compliqué. Donc après, l'employeur permet, avec ces montants-là, pour dire, allez, 6 ans d'ancienneté, au maximum, il peut réclamer 7 mois de salaire. Ouais, mais comme je peux plus le voir, je préfère prendre le risque. Je provisionne 7 mois de salaire. Voilà, je prends 7 mois, je provisionne 7 mois de salaire dans ma compta, en fait. On a le même tableau, mais avec des montants différents pour les entreprises de moins de 11 salariés. Donc pareil, par exemple, pour quelqu'un qui a 1 an d'ancienneté, l'indemnité minimale sera de la moitié d'un salaire brut et l'indemnité maximale, là, sera de 2 mois de salaire. Si on a quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté, on sera 2 mois et demi de salaire brut au minimum et également sur 10 mois de salaire brut au maximum. Donc ça, c'est de seront à disposition à la fin de la présentation, donc vous pourrez vous y référer. Merci, ok, merci. En contrepartie de cette clarification et cette visibilité pour l'employeur, on a une augmentation en fait de l'indemnité de licenciement. Donc depuis le 24 septembre 2017, les licenciements, en fait, l'indemnité de licenciement est versée dès lors que le salarié a 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. Alors avant, c'était à partir d'1 an d'ancienneté. On a une valorisation également du montant d'indemnité, donc de 20% par rapport à avant. L'indemnité légale maintenant, elle est de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour l'année jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois pour les années à partir de 10 ans. Donc c'est pareil, ce montant de l'indemnité, elle est revalorisée depuis le 24 septembre 2017, pour tous les licenciements qui ont été prononcés depuis le 24 septembre, pour les jours conventionnels aussi. En sachant que pour le licenciement pour inaptitude professionnelle, ce montant est toujours doublé. Et précision, c'est le montant de l'indemnité légale. Donc, on a une indemnité conventionnelle qui est plus favorable, on doit appliquer l'indemnité conventionnelle. Donc des évolutions au niveau de l'inaptitude au travail. Là, on va retrouver un petit peu ce qui a été fait par rapport au licenciement pour motif économique, par rapport à l'obligation de recherche de reclassement.
Donc pareil, en matière d'inaptitude, l'employeur, si le du travail n'écrit pas en fait sur l'avis d'inaptitude que le salarié est inapte à tout emploi dans l'entreprise et que c'est un emploi dans cette entreprise, c'est gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur est obligé de faire des recherches de reclassement et essayer de poser un reclassement au salarié. Donc pareil, au niveau du groupe, on va avoir un périmètre qui va être réduit en fait sur le territoire sur le territoire national en fait. On va aussi, ça c'est un petit rappel parce que tout le monde le sait peut-être pas forcément, c'est que on est obligé aussi de consulter les délégués du personnel. Donc maintenant ce sera les membres du comité social et économique sur recherche de solutions de classement. Donc une aptitude soit professionnelle ou non professionnelle. Durant l'année dernière, ça c'est depuis déjà 1er janvier 2017, mais auparavant, il fallait uniquement consulter les délégués du personnel que lorsque l'inaptitude était professionnelle. Surtout bien suivre vos effectifs, puisque nous on a encore eu le cas récemment où l'employeur en fait n'a pas vraiment de suivi et quand il se retrouve à faire l'inaptitude, c'est embêtant puisque du coup on ne peut pas consulter les délégués du personnel, on n'a pas de PV de carence et là la sanction au niveau du licenciement elle peut être importante en fait. En principe on est à 12 mois de salaire à verser aux salariés si on n'a pas consulté les délégués du personnel. Puis après, on a également la généralisation que l'inaptitude soit constatée en une seule visite médicale et non plus forcément en deux, et pas besoin forcément d'être dans une situation d'urgence comme c'était le cas auparavant. D'accord. Là, Marie, vous allez nous parler des nouveaux modes de rupture du contrat autonome qui apparemment font un petit peu l'actualité ces jours-ci. Oui, donc on a entendu que là, les syndicats, justement, par exemple chez PIMKI, sont en train les employeurs veulent mettre en place une rupture conventionnelle collective. Donc ça a été créé depuis le 1er janvier 2018. Donc c'est quel que soit l'effectif et la situation économique de l'entreprise. Par contre, il faut des candidats volontaires en fait au départ. Avec un nombre qui doit être réel au nombre de postes supprimés. À défaut, l'employeur peut soit envisager une procédure de licenciement pour un motif économique, soit laisser la situation telle qu'elle est, mais dans ce cas-là, si le nombre de candidats au départ volontaire n'est pas égal au nombre de postes supprimés, si ce nombre n'est pas atteint, on ne pourra pas mettre en place une rupture conventionnelle collective. Pour mettre en place donc la rupture conventionnelle collective, il faut un accord collectif avec information de la directe sans délai dès l'ouverture des négociations. Une information au comité social et économique et l'accord collectif doit ensuite être validé par la directe qui va accepter en fait le mode de rupture conventionnelle collective. Là, je pense que l'actualité va vraiment on va voir si ce nouveau mode de rupture peut s'appliquer et si les syndicats suivent les positions et acceptent. Et là, ça va être le premier cas pour cette année pour la mise en place de ce nouveau dispositif. Donc, Céline, nous allons voir les formes particulières de travail. En fait, le télétravail, on va voir ensemble le télétravail et au niveau des contrats précaires, on a eu des petits changements. Donc au niveau du télétravail, jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément de cadre juridique pour le télétravail et notamment aussi pour le travail occasionnel. Donc aujourd'hui, on prévoit en fait que pour mettre en place le télétravail régulier, on doit bien avoir un accord collectif ou une charte d'entreprise qui doit le prévoir. Si on n'a pas cette charte ou si on n'a pas cet accord collectif, on ne peut pas mettre en place du télétravail régulier. Donc ça peut être par exemple les personnes, souvent les demandes des femmes qui veulent travailler de chez elles le mercredi pour pouvoir
pouvoir garder leurs enfants en même temps. Là, jusque maintenant, on pouvait faire juste avoir la demande écrite de la personne et mettre certaines clauses dans un avenant au contrat de travail. Il faut voir que maintenant, ça c'est plus valable. Il faut soit vraiment au préalable établir un accord collectif ou une charte pour organiser le télétravail en fait. Donc, cette charte ou cet accord collectif doit notamment dire quelle catégorie de personnes peut bénéficier du télétravail, dans quelles conditions, par exemple les horaires où la personne pourrait être jointe pendant le télétravail, les conditions de prise en charge des coûts qui sont liés au télétravail, etc. En sachant que de toute façon, même si vous mettez en place cette charte ou cet accord collectif, si vous avez une demande d'un salarié pour être en télétravail, l'employeur pourra toujours refuser et par contre il devra motiver sa décision pour par des motifs objectifs. Donc par exemple la nécessité d'avoir la personne sur l'entreprise, présente sur l'entreprise. Le fait que la personne qui demande le télétravail ne rentre pas dans les personnes qui sont signées en fait par la charte ou l'accord collectif dans les catégories de salariés. Le télétravail, l'employeur ne peut pas l'imposer. En principe, c'est vrai que souvent on est plus sur une demande d'un salarié parce que par exemple il y a beaucoup de routes aussi, ça peut être un salarié qui habite assez loin et le fait de travailler de chez lui 2 jours, ça peut le soulager au niveau de la route et lui permettre d'être plus efficace au niveau de travail et de sa propre organisation, pour l'organisation de l'entreprise aussi. Vous pouvez pas l'imposer aux salariés en fait, si vous avez la charte ou l'accord collectif. Dans tous les cas, de toute façon, il faudra aussi prévoir une consultation des représentants du personnel. Et puis, par contre, pour tout ce qui est travail occasionnel, donc chez soi, en principe, un simple commun accord suffit. Dans tous les cas, si on prévoit du télétravail, notamment du télétravail régulier, faut pas oublier que l'employeur doit prendre en charge les coûts qui sont liés à ce télétravail. Donc, aujourd'hui, on ne parle plus forcément des coûts qui sont liés à Internet, puisqu'on est vraiment sur des abonnements illimités et ça engendre pas forcément un surcoût pour le salarié. Par contre, il faut aussi envisager de prendre en charge, par exemple, tout ce qui est les impressions, les cartouches de couleur, vérifier que les locaux en fait du salarié lui permettent de travailler en toute sécurité chez lui, parce que s'il y a un accident du travail, votre responsabilité pourrait être mise en cause. Donc il y a quand même pas mal de vérifications aussi à faire de ce côté-là, et le travail c'est pas aussi simple que on a l'air en fait, puisque nous c'est vrai qu'on voit souvent des demandes, ma salariée veut travailler chez elle le mercredi, on est d'accord, on fait comme ça. De toute façon elle est d'accord, on n'aura pas de problème. Mais tout va bien, comme je dis souvent, tout va bien quand tout va bien, mais le jour où il y a un souci ou qu'on a une revendication particulière, malheureusement on se dit qu'on aurait dû sécuriser les chemins amont. Donc là, de toute façon, pour tout ce qui est le télétravail régulier, il faudra que vous fassiez un accord collectif ou mettre en place une charte, en fait. Derrière, ne pas oublier de faire l'avenant au contrat de travail, bien effectivement montrer l'accord du salarié d'adhérer au télétravail, en fait. Et des contrats précaires, donc aujourd'hui, le CDD pour accroître, quel soit le CDD, l'employeur a 48 heures pour le faire signer au salarié. Donc on abandonne la requalification en fait en CDI si ce n'est pas respecté. Par contre, le salarié pourra réclamer une indemnité égale à un mois de salaire. Donc c'est une indemnité maximale égale à un mois de salaire si on ne remet pas le CDD dans les 48 heures qui suivent l'embauche. Alors le risque c'était la requalification en CDI. Ce qu'on disait avec Marie ce matin, on en échangeait, on se disait finalement les personnes on a eu de litige
sur le fait que quelqu'un réclamait une requalification en CDI parce qu'on lui avait transmis en retard. Par contre, parce que le CDI n'intéresse pas toute personne, des fois on a. Par contre, le fait de savoir qu'ils peuvent réclamer une indemnité égale à un mois de salaire, là c'est de l'argent et ça pourrait susciter, je pense, plus de problèmes que la requalification, que le risque de requalification de CDD en CDI. Donc sur le délai de... Dès lors qu'on parle d'argent, je pense qu'il y a des gens qui sont spécialistes aussi sur ça et qui savent bien aussi tout ce qui se passe, tous les changements, etc. Donc pour moi, être mieux, faut être prudent en fait dans la transmission. Ceux pour qui nous on fait les contrats de travail, pour ça quand on vous dit transmettez-nous au moins votre demande 48 heures avant pour que nous on puisse organiser aussi, c'est pas pour notre propre organisation, c'est aussi pour vous, notamment si c'est un CDD, pour juste avoir le temps et de vous le transmettre dans les temps en fait. Parce que des fois, on a des demandes de CDD, les salariés sont déjà là depuis une semaine. Donc, voilà. Oui, le risque. Pour nos qualifications en CDI, limite, on n'avait pas, depuis 11 ans qu'on pratique, que je travaille, j'ai jamais eu de litige sur ces points-là. Mais là, aussitôt qu'on parle d'argent, je pense que il y a personne mal intentionné qui pourrait effectivement réclamer l'indemnité égale à un mois de salaire si c'est pas transmis dans 48 heures. Donc le message est bien passé. Respectons ce délai 48 heures. Ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure en tout début de présentation, c'est qu'au DCDD, les conventions collectives ou les accords de branche pour redéfinir en fait les durées maximales du CDD, maximale de renouvellement, les successions de CDD sur le poste. Donc en sachant qu'aujourd'hui la durée maximale d'un CDD c'est 18 mois en principe, renouvelable 2 fois. Donc là on va avoir des durées soit plus courtes, soit plus longues. Au niveau des successions de CDD, pareil, normalement sur le même poste, si on est un CDD de plus de 14 jours, renouvellement compris, on a un délai de carence d'un tiers à respecter pour conclure un CDD. Si c'est un CDD inférieur à 14 jours, on sera sur un délai de carence égal à la moitié de la durée du CDD. Donc là, il faudra bien suivre les changements de convention collective pour regarder s'il n'y a pas des négociations là-dessus. Parce que si c'est bien suivre ça en fait. Voilà. On a également une sécurisation au niveau du CDI de chantier. Donc à partir de maintenant, la loi prévoit explicitement que tout ce qui pour conclure un CDI de chantier, conclure un CDI de chantier, il faut que ce soit prévu par un accord de branche ou une convention collective étendue. Donc un CDI de chantier ou d'opération, c'est un travail à durée indéterminée, mais qui est inclus pour la durée du chantier pour lequel la personne est engagée. Donc, quoi que le chantier en fait est terminé, et le chantier qui a suscité en fait l'embauche à la personne, on va pouvoir procéder à son licenciement dans les conditions de droit commun. Donc, il faut respecter également la même procédure qu'un licenciement pour motif personnel. Et puis, s'il a 8 mois d'ancienneté, il aura le droit à l'indemnité de licenciement. Au niveau du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, donc là c'est ce qu'on appelle en fait souvent les conventions de mise à disposition de salariés. Donc de toute façon, dans tous les cas, pour elle, il faut une convention de prêt de main-d'œuvre, donc une convention de mise à disposition entre les deux, l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Et il faut également faire un avenant au contrat de travail du salarié qui est mis à disposition. Là, en principe, au niveau des mises à disposition de salariés, elles sont là si elles ne sont pas à but lucratif. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'entreprise utilisatrice
doit faire une facture à l'entreprise prêteuse, enfin, on part une facture équivalente en fait au salaire du salarié qui est prêté, aux cotisations sociales, aux frais de déplacement. Ça doit être supérieur à ce que ça coûte. Là aujourd'hui, on a un assouplissement où on pourra avoir un prêt de main d'œuvre en fait qui serait sous-facturé. Au niveau des conditions, il faut que l'entreprise prêteuse ait au moins un effectif de 5000 salariés et que l'entreprise utilisatrice soit jeune, donc moins de 8 ans d'existence, et un effectif inférieur à 250 salariés. Merci. Donc, nous allons attaquer le premier thème, qui va être la simplification des dispositifs de mobilité au travail. Donc depuis le 1er octobre 2017, les 10 facteurs de risque sont prévus par la loi. Il y a également une simplification du compte pénibilité. Donc le compte professionnel de prévention, donc le C2P, remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité, donc C3P. En 2018, donc là depuis le mois de janvier, les entreprises vont devoir déclarer les facteurs de risque professionnels au titre de 2017 avec 4 facteurs de risque professionnels retirés du C2P qui doivent être déclarés au titre des 3 premiers trimestres de 2017 et 6 facteurs de risque professionnels qui sont inclus dans le C2P qui devront être déclarés sur la totalité de l'année 2017. Le 6 facteurs maintenant de risque professionnel à déclarer annuellement. Ensuite, également une suppression donc au 1er janvier 2018 des cotisations au titre de la pénibilité. Et depuis janvier 2018, le compte donc de pénibilité est géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Donc toutes les évolutions, ça permet aussi d'assouplir un petit peu les règles en matière de pénibilité au travail. Donc là, c'est la cotisation 0,1% sur les salariés, mais aussi les cotisations monoca et multica de pénibilité qui sont supprimées. L'intégralité des cotisations de pénibilité. Donc, pour finir cette présentation, je souhaitais aussi vous rappeler le prochain événement, le prochain séminaire qui sera un séminaire présentiel le 18 janvier de 14h à 16h. Comprendre les jeux du RGPD pour les entreprises. Extrémité aéronisée avec Kaspersky, Vadecure, Cornet, Vincent Ségurel, Stormshield, une table ronde sur le campus Entreprises et Cités à Marc-en-Barœul. Savoir sur le règlement général sur la protection des données qui entre en vigueur le 25 mai prochain. Donc c'est demain, le 25 mai, ça va vite arriver avec les événements, tout ce qui pourra être mis en place. Donc vous avez peut-être déjà reçu les invitations, vous allez les recevoir. En tout cas, c'est déjà semaine prochaine, enfin la semaine d'après, le 18 janvier, on vous attend nombreux pour cette table ronde. Donc nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, j'ai eu une première question sur les hypothèses, en fait, sur le comité social et économique, où on me demandait s'il y a une carence dans le cas de l'hypothèse 2, le terme du mandat entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre. Donc, a priori, il y avait carence de candidats. Donc, que se passe-t-il dans ce cas-là? Parce que là, nous sommes sur les mandats qui sont prolongés jusqu'à fin. On devrait le mettre en place. Oui, mettre en place le CSE. Ouais. D'accord. Donc là, il y a la mise en place. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, si les questions si vous souhaitez un complément de réponse. Nous ouvrirons les micros en fin de présentation. J'avais un point d'interrogation DES. Je pense que c'était voilà, la B2S reste obligatoire pour les entreprises, donc je ne sais pas si on peut préciser. En fait, c'est une base que toute entreprise, 50 salariés et plus doit avoir. Donc en fait, ça regroupe tout ce qui
les données économiques et sociales de l'entreprise, l'effectif, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre de contrats. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vaste et doit être présenté normalement au fil des réunions aux élus en fait. Voilà, c'est une sorte de bilan, voilà, un peu comme un bilan social. Voilà. En fait, au lieu d'à chaque fois de présenter chaque document pour chaque thème, la BDES, elle regroupe tous les thèmes en fait, tout est dedans et elle sert de base pour toutes les réunions. Donc ça, c'est obligatoire malgré l'évolution du CSE. Une question de Madame Jean. Les élections CSE remplacent les élections du délégué du personnel? Oui. Et si oui, peut-on attendre la date prévue chez nous pour les élections de délégués? C'était quand? C'est quand? Est-ce que... Alors, je ne sais pas si je peux mettre le micro. À quelle date étaient prévues vos élections? Si vous pouvez nous préciser ça. Non, il y a carence de candidats. Donc, dans ce cas-là, il faut remettre... Moi, on le mettrait en place en cas de carence. Oui. D'accord, donc en cas de carence, il faut remettre en place. Les représentants du CSE doivent-ils suivre une formation obligatoire? Oui. Oui. On revient dessus. Ils doivent avoir une formation. On trouve là sur la page exactement. Non, c'est pas écrit sur la page. Écrit, d'accord, non, parce qu'on a vraiment fait succinct, parce que c'est tellement complexe que il faut le faire pris dans les informations principales et on va dire accessoires. Il y a bien formation obligatoire. Normalement, il y a une formation qui est prévue, une formation économique. Oui. Donc pour titulaire. Donc ça reste obligatoire dans les entreprises de plus de 30 salariés et un maximum de 5 jours. D'accord. Et comme pour un membre CHSCT? Pour les CHSCT, je n'avais rien vu de spécial, mais pour moi, on est plus sur une formation. Oui, on a une formation de santé et de sécurité également. Oui. D'accord. Alors, on me demande quelle est la différence entre inaptitude professionnelle et non professionnelle. L'attitude professionnelle, c'est suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et l'attitude non professionnelle, c'est une maladie simple. D'accord. C'est une maladie simple. Alors, autre question. Le CSE est-il obligatoire, sachant que l'entreprise a déjà un CHSCT et pas de CE? Carence fait. Donc, est-ce que le CSE est obligatoire dans le cas où l'entreprise a déjà un CHSCT et mais pas de CE? Si. De toute façon, le CHSCT va devoir disparaître parce qu'il y a comme une fusion des institutions. Pour moi, il va falloir réorganiser des élections. Donc DP, CSE en fait. Le CSE remplace toutes ces institutions. Le CHSCT va disparaître vu que le CSE fusionne les 3 institutions. Après, c'est dans le cadre des 4 hypothèses, savoir à quelle date était... c'était en fonction des mandats en fait. Là, par contre, si on a une carence en effet CE et un CHSCT, il va mettre en place l'élection au CSE et du coup, les mandats des membres du CHSCT vont disparaître. Et on va avoir des nouvelles élections avec des nouveaux membres du CSE. D'accord. Donc, je réponds à votre question. Alors, oui, apparemment, très bien. Donc, par rapport à la question de tout à l'heure sur la différence entre l'inaptitude professionnelle et non professionnelle, on me demande, OK, accident de travail dans l'entreprise ou extérieur? De toute façon, accident du travail, c'est la sécurité sociale qui le reconnaît. Par rapport aux informations que donne le salarié et par rapport aux informations que l'employeur donne. Donc dès lors que de toute façon l'accident a lieu en fait pendant le temps de travail, en principe la présomption que ce soit un accident reconnu en accident du travail. Donc l'autre différence entre une inaptitude professionnelle et non professionnelle, au niveau juridique et des conséquences vont pas être les mêmes puisqu'en termes d'indemnité,
de licenciement pour une inaptitude professionnelle, vous allez avoir une indemnité qui sera doublée. Vous allez avoir le paiement du préavis à verser aux salariés sous forme d'indemnité compensatrice. Alors qu'en non professionnel, il y a juste l'indemnité légale ou conventionnelle à payer en fait. D'accord. Je pense que la réponse était bien détaillée. En sachant qu'un accident du travail, un accident de trajet, c'est assimilé à un accident de travail, juridiquement. C'est peut-être ça dehors. Apparemment, c'était par rapport à l'accident de trajet. Une question pour les élections CSE, procédure identique à celle des anciennes élections DPS en termes d'information et d'affichage. Oui, c'est les délais qui changent. Avant, on avait 2 délais. En fait, quand on devait mettre en place les élections de DP, on avait soit 4 jours, si c'était la première fois que l'entreprise franchissait l'œil d'effectifs, entre l'information des salariés et l'organisation du premier tour, soit 45 jours si c'était pas la première fois en fait. Là maintenant le délai de 90 jours est pour tout le monde et pour toutes les entreprises, qu'on soit dans le cas d'un renouvellement d'élection ou qu'on soit pour une première mise en place. Au niveau des schémas des élections, ça reste identique, information des salariés, information des organisations syndicales, utilisation d'un protocole d'accord préélectoral. Au niveau des étapes, ça reste la même chose en fait. C'est le délai qui est maintenant de 90 jours maximum. On n'a plus de délai, on n'en a qu'un seul. D'accord. Une autre question, pouvez-vous me redire ce que regroupe le CSE, CHSCT, CE et quoi d'autre? Délai du personnel. Voilà, donc c'est le CHSCT, le CE et délégué du personnel. Chaque institution garde ses fonctions en fait. Si on est dans une entreprise qui est entre 11 et 49 salariés, les membres du CSE n'exerceront que des missions de délégué du personnel. Oui. D'accord. Si on est sur une entreprise de plus de 50 salariés, là, on va avoir les membres qui vont exercer des missions de délégué du personnel, mais ils vont également exercer les missions du comité d'entreprise en fait. Il n'y en aura plus plusieurs. Voilà. C'est une seule et même. D'accord. On revient sur la question de l'AT de l'entreprise. C'est le salarié qui a eu un AT dans une autre entreprise. Il a embauché ensuite et il n'est plus apte à son poste aujourd'hui. Ah ouais. Oui, mais un AT chez qui? Ouais. Chez le nouvel employeur? Non, apparemment, il y a un AT dans une entreprise précédente, après il a été embauché dans l'entreprise, a priori. Ouais. Et l'inaptitude, le médecin du travail, il a annoncé déjà? Et, donc ça, je ne sais pas, est-ce que l'inaptitude a été prononcée? Il est professionnel. Le médecin a écrit professionnel? C'est peut-être une rechute. Les arrêts, c'était peut-être écrit rechute. Oui. C'est ça. Ouais. C'est le nouvel employeur. C'est le nouvel employeur. Ah oui, il doit licencier. Effectivement, c'est le nouvel employeur qui reste, qui doit se charger de ça. Attendez, je reviens. Attendez, je ne comprends pas. S'il informer le CSE à chaque recours d'un CDD ou d'intérim, quelle est la périodicité? Apparemment, il y a une formation du CSE sur le CDD et l'intérim. Il y a une périodicité qui a été fixée. On n'a peut-être pas les questions sur les réponses à chaque question. Ouais. On revient vers vous. Ouais. Pour l'instant, au niveau de périodicité, j'ai rien vu de spécial sur ça. Je pense qu'après, c'est peut-être des réunions à faire régulièrement. Enfin, quand on consulte le CSE sur le fait, ce mois-ci, on a peut-être engagé autant de CDD, etc. D'accord. On engagé autant de CDD le mois prochain. Des questions sur lesquelles il peut y avoir des compléments de précision à apporter, on vous les ramènera. Alors, notre question, le décret d'application du CSE a-t-il été signé? Encore eu de décret, mais par contre, de toute façon, c'était soit il devait être mis en place soit avant le 1er janvier 2018 si il y avait un décret d'application, ou au plus tard au 1er janvier 2018.
Donc de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de décret, mais on est au 9 janvier, donc depuis le 1er janvier, c'est le CSE qui s'applique en fait. D'accord. Alors, si carence suite aux dernières élections DPS, il faut faire les élections CSE, mais a-t-on une deadline de tolérance ou lancer immédiatement, quelle que soit la date de dernière élection? De toute façon, s'il y a carence, et là avec les nouveautés, je lancerai les élections du CSE au plus vite, parce que de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, si on a un licenciement pour inaptitude, il faut consulter les décrets et en carence de reclassement. En cas de licenciement éco aussi, normalement, si on a des licenciements éco collectifs, il faut les consulter sur les terres d'ordre. Donc je pense que pour moi, c'est organisé au plus vite si on a de la carence aux dernières élections. C'est vrai que les hypothèses, elles ne traitent pas de ça, elles traitent notamment plutôt des mandats par rapport aux dates de fin de mandat. La carence, elle n'est pas étudiée par la loi pour la mise en œuvre du CSE, mais moi si j'ai carence, je pense que je mets le CSE. Il faut mettre en place pour éviter un souci si jamais vous avez un salarié qui vient être déclaré inapte ou autre, pour pas embêter et devoir le mettre en place dans l'urgence et du coup d'aller la procédure d'inaptitude et être embêté ne serait-ce qu'avec la reprise du versement du salaire. Ok. Complément de question, c'était par rapport tout à l'heure à la question s'il y avait un décret d'application qui avait été signé, si oui, la mise en place est prévue pour quand, quelles sont les pénalités prévues à compter de quand, donc il en fait des pénalités si on ne met pas en place le CSE. Non, après c'est en cas de contrôle, je dirais, s'il y a un inspecteur qui vient contrôler, il va demander à ce que le nécessaire soit fait. Après ce sera plus... Après c'est toujours pareil, c'est si jamais il y a une inaptitude, des licenciements éco, ou des choses où on est obligé de consulter le CSE, ou les élus pour que ce soit valable au niveau de la procédure, c'est là qu'il y a un risque en fait. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de... D'accord, pas de pénalité pour l'instant. Je pensais à le faire, quand même. voilà. Ouais. Une entreprise de plus de 50 salariés, la prorogation de la DUE à terme, début février 2018, peut-il être prolongé à la seule initiative de l'employeur si une discussion a déjà eu lieu avec le DUP et acté sans date précise? Je ne sais pas si vous pouvez faire peut-être le son pour voir. Alors je vais vous ouvrir le micro pour que vous puissiez exprimer l'action. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le nom c'est Libessa. Je ne sais pas si vous avez micro, vous êtes peut-être sur le son de votre écran et pas sur un micro. Donc on relit la question. Oui. Là, il y a déjà eu une prorogation en fait, apparemment. Il y a déjà une par rapport au CSE aussi. Une prorogation de la DUP. Le mandat a déjà été prorogé apparemment. Enfin, est-ce que je dis dans la question? Oui, dans une entreprise de la On arrive à terme en février 2018. Et on va voir si elle peut être prolongée, soit à l'initiative de l'employeur. Moi, je proposerais le CSE. On mettrait en place le CSE, nous, parce qu'il y a déjà eu une prorogation. En plus, est-ce que ça a été prorogé? Alors, mandat non prolongé. Le mandat non prolongé. Mandat non prolongé. Non, mandat non prolongé. Ah, donc il n'y a plus rien du tout. Alors du coup, la prorogation, c'est avec un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur. Donc là, s'il n'y a pas eu de prorogation, il va mettre en place le CSE du coup. Alors après, si la réponse le mandat se termine en février, c'est ça? A priori, le mandat se termine en février. Donc si on est dans l'hypothèse 3, terme des mandats le 1er janvier et le 31 décembre. Mais ça a déjà été prorogé en fait. Alors, je vous invite peut-être à vous rapprocher de nous de temps en
Thornton. Je comprends pas. On précisera effectivement la question plus précise, parce que là, voilà, c'est pas évident par écrit comme ça. Question suivante. Info CSE également pour les CDD saisonniers. Faut-il informer le CSE pour les CDD saisonniers ou tout CDD en fait, quel que soit le motif. Ouais. D'accord, tout CDD. Pour une entreprise de moins de 50 salariés lors de l'élection du CSE, si personne ne se présente, que se passe-t-il? C'est une carence, oui. On est sur une carence. Mais dans le cadre du CSE. Oui, voilà, On va faire des démarches pour le CSE. PV de carence en fait, dans le cadre du CSE. Et donc on n'aura pas de consultation. Non, puisqu'on aura le PV de carence qui aura été refait. D'accord. Alors on nous demande pour le support, oui, le support vous sera fourni. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube. Extrémité. Quid si inaptitude en cours d'élection du CSE? Il va falloir attendre. Il faudra attendre malheureusement que l'élection soit terminée, justement pour les. C'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper, faire ça en amont pour pas après être dans l'urgence, et on a déjà eu le cas. Donc après on se retrouve avec des salariés qui sont inaptes et puis on a la procédure en cours des élections et puis du coup on doit reprendre le versement du salaire alors que ça aurait pu être évité si tout avait été fait avant. C'est pareil, on a des conventions collectives parfois qui prévoient les élections à partir de 6 salariés. Pas forcément de 11. Donc bien vérifier aussi les dispositions de votre convention collective par rapport s'il y a des dispositions spécifiques pour l'organisation des élections représentants du personnel en fait. D'accord. Donc là j'ai une autre question. Dans l'hypothèse 4, il est noté mise en place du CSE si mandat échu après le 31/12/2018. Oui. Oui. Les mandats qui étaient prévus à échoir à partir du 1er janvier 2019 et suivant. Voilà, si les mandats se terminaient en 2019 et après, en fait, il faudra, dans tous les cas, il faudra mettre en place le CSE. Avant le 31/2018. Oui. Alors, pour des contrats CDD, il faut prévenir le CSE, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Pour l'information du CSE au niveau des contrats CDD, cela doit être fait quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le nombre d'effectifs de l'entreprise. Pour moi, oui. Oui. Si on a carence des candidats pour le CSE, on prévient qui pour le licenciement d'inaptitude? Là, vous avez la carence, donc il n'y a personne à prévenir. C'est si jamais il y a un litige, vous avez votre PV pour aller devant les tribunaux pour dire que vous ne pouviez pas consulter les délégués du personnel puisqu'il y avait carence en la matière. Parce qu'une aptitude, normalement, on consulte les membres sur les recherches de reclassement, en fait, les solutions de reclassement. Donc, s'il y a une carence, on consulte personne, en fait, du coup. Mais on a bien le PV de carence. Voilà. Et l'employeur peut se dédouaner de cette consultation valablement. Alors, c'est la consultation des délégués du personnel, donc du CSE maintenant, pour une aptitude non professionnelle, même si effectif ailleurs à... Oui. Oui. Donc là, ma CSE est consultée. Mais de toute façon, même pour les CSE en place les délégués du personnel. Donc les délégués du personnel peuvent être mis en place à partir de 11 salariés. Donc on est toujours sur le même effectif. Donc si on est entre 11 et 49 salariés, de toute façon, il faut consulter. Dans tous les cas, de toute façon, dès lors qu'on a des élus et l'obligation de mettre en place des représentants du personnel, soit on avance, soit on les consulte sur les recherches de reclassement. D'accord. Alors, on revient juste sur la question de l'hypothèse 4 de tout à l'heure, de cas de délégués de mise en place de CSE qui était après le 31/12. On demande, ok, mais quelle date faut-il faire ces élections avant le 31/12/2018? En fait, y a-t-il une date? En fait, au 31/12/2018, on devra avoir le CSE si on avait des délégués qui finissaient plus tard. Par contre, est-ce qu'il y a une date précise? De toute façon, là, on partira sur un renouvellement. Donc, il faudra respecter les délais par rapport au renouvellement des mandats. Là, le mandat se renouvelait dans le cas présent en 2019. Oui, on pourra commencer à mettre en place les
élections du CSE avant la fin du mandat. D'accord. Pour dire qu'on soit au tout début d'année 2018, on soit bon avec la mise en place du CSE. Au 1er janvier 2019, oui, les voilà. salariés sont élus. Donc là, il faut prévoir un petit temps, le temps de faire les différentes démarches. Et de toute façon, on est sur des renouvellements. Après, il y a des délais spécifiques. Enfin, là, je les ai plus en tête, mais normalement, on doit procéder aux nouvelles élections avant X jours de la fin des mandats initiaux, en fait. D'accord. Donc, il faudra s'organiser par rapport à ça. Alors, apparemment, le CSE attire quelques questions quand même. On s'en doutait. Hein. On s'est dit, de toute façon, le plus des questions, ça sera sur le CSE. Alors, une autre question. Donc, les mandats de nos délégués du personnel se terminent en mars 2018. Comment dois-je procéder? Je change le mandat 1 an ou j'effectue mon élection? Comme vous voulez. Mars 2018. Donc là, on a le choix. Oui. Soit on part un CSE à partir de mars 2018, voilà. Ou on proroge d'un an maximum. Après, dans tous les cas, ça devrait être mis en place un an après. Donc, moi, je autant le faire maintenant pour être tranquille et pas devoir... si vous deviez les réorganiser, autant le faire dès maintenant. Autant faire mettre en place le CSE tout de suite, quoi. D'accord. Alors, je ne suis pas trop pour la prévenance de 90 jours. C'était sur mars, prévenance de 90 jours pour le délégué du personnel qui devait qui c'était en mars 2018. Apparemment, il y a une prévenance de 90 jours. Par rapport à ça, on sera sur un renouvellement. Donc, un délai où on doit informer et mettre en place les élections dans un délai, là je l'ai plus en tête, mais on doit un délai spécifique à respecter pour commencer à mettre en place les élections avant la fin des mandats en fait. Donc, pour moi, il faut commencer à mettre en place les élections avant mars 2018 puisqu'on est sur un renouvellement, on sera entre guillemets sur un renouvellement. Non. Oui, la réponse. Donc, y a-t-il d'autres questions? On a noté. Oui, quelques questions sur lesquelles on viendra vers vous. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Ce que je propose, c'est ouvrir les micros. Alors, s'il y a des questions, de les poser. On va essayer de pas avoir tout le monde qui parle en même temps. Donc, j'ouvre les différents micros. Voilà. On peut le modifier parce que nous, en fait, quand on sera les états c'est le calcul. Donc, je vais couper ce micro-là pour l'instant. Hop, j'ouvre les différents micros. Donc, j'ouvre tous les micros. Y a-t-il d'autres questions? Donc là, vous pouvez parler, hein. On vous entend. Si vous avez des questions, de toute façon, on va vous fournir le support. Ça a déjà répondu à notre curiosité sur ces lois Macron et son apport. Là, c'est ce qu'on disait, on a vraiment fait les grandes lignes, parce que rentrer dans les détails, on a un pavé de 300 pages. Ouais, j'allais dire à peu près, encore je suis gentille. Donc, on a vraiment réduit, on a vraiment pris les grandes informations, les grandes lignes, pour dire que ça puisse vous marquer, vous puissiez retenir, dans ce domaine-là, il y a eu un changement. Bon, si j'ai besoin de plus de détails, il faut creuser, quoi. S'il n'y a pas de questions, je vous rappelle le séminaire du 18 janvier. J'espère pouvoir vous y retrouver. Nous allons vous remercier de votre écoute, du temps que vous avez consacré. N'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, s'il y a des questions, le support sera envoyé, la vidéo sera disponible pour pouvoir la revisualiser tranquillement. Mais nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.